la question que je me posais en vous voyant, et notamment dans les 3 présentations, vous avez beaucoup insisté là-dessus, c'est la question de ce diagnostic préalable aux travaux, en fait, et même à l'élaboration du programme. Aujourd'hui, le label, il recense un bâtiment, on a des paragraphes assez laconiques, on va dire, sur l'intérêt patrimonial du bâtiment, et la charge est encore complète à la maîtrise d'ouvrage de réaliser le diagnostic qui permet de savoir qu'est-ce qu'il faudrait conserver, mettre en valeur, qu'est-ce qu'il faudrait restaurer. Et je voulais savoir là-dessus si vous aviez des conseils sur les missions. On n'est pas sur des missions type de la loi MOP, des missions DIAC, on en passe, mais honnêtement, elles sont vraiment à géométrie variable en fonction des réponses des cabinets d'architecture, en fonction de à qui on s'adresse aussi. Est-ce qu'on fait une faisabilité fonctionnelle? Est-ce qu'on fait une faisabilité technique? Et tout ça, croisé avec ce label, rend les choses assez compliquées pour se projeter. À cela s'ajoute qu'on ne peut souvent pas y passer 3 ans. Les objectifs politiques étant ce qu'ils sont, on nous demande souvent de sortir des concours ou des procédures de travaux de type MGP en 1 an, voire en moins de temps, ce qui contraint quand même beaucoup cette période d'investigation préalable. Oui, je trouve ça très intéressant qu'il y ait des maîtres d'ouvrage dans la salle et que vous vous posiez ces questions-là. Pour travailler avec François Contran et Yves Roy, en tant qu'architecte conseil pour la DRAC PACA, en fait, on a fait déjà 2 ou 3 propositions à des maîtres d'ouvrage qui avaient un peu votre type de questionnement, en disant que la première des choses, et que le ministère de la Culture et les DRAC pouvaient vous aider là-dessus, y compris avec leurs architectes conseils de l'État et les conseillers en architecture, c'est effectivement au moment où vous avez un besoin programmatique de densité, d'espace, voilà, ça serait bien d'associer, d'abord de choisir, de lancer un appel d'offres pour un programmiste, et effectivement de l'associer avec quelqu'un qui fasse une étude historique si vous ne l'avez pas. Et parfois, ça nous est arrivé avec François, il y avait Sylvie de Nantes, que Ève remplace maintenant, de dire qu'on avait trouvé, nous, des financements associés avec l'ADEME pour faire à la fois une étude patrimoniale préalable et l'ADEME a financé en parallèle une étude thermique d'isolation. Voilà, c'était une toute petite municipalité qui devait avoir 250 ou 350 habitants et à qui la DRAC et l'ADEME ont financé à hauteur de 1 500 €, je crois, une étude rapide. C'était un bâtiment qui était une école-mairie dans un petit village. Et en fait, l'étude de faisabilité programmatique et thermique a permis à la municipalité de savoir ce qu'elle allait faire avec 2 ou 3 options et 2 ou 3 scénarios, ce qu'elle pouvait faire. Mais moi, c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure, parce que, par exemple, l'exemple qu'on vous a montré, c'est quand même un département qui lance ça, et qui lance ça avec une programmation qui est même, enfin, c'est ce qu'on leur a dit en disant c'est pas un programme, vous avez déjà fait une sorte d'étude de faisabilité, et c'est à nous, les architectes, enfin les équipes de maîtrise d'œuvre, de donner les réponses. Mais voilà. Et moi j'ai été très marqué par ça, et c'est ce qu'on voit souvent, c'est le choix, enfin la première étude qui est souvent lancée par un programme, la composition de l'équipe de programmistes, elle est vraiment extrêmement importante. Après, il y a le lancement du concours et la sélection des architectes avec référence, mais l'étape préalable, elle est essentielle. Je ne sais pas si j'ai correctement répondu à votre réponse, à votre question. Bonjour, Mireille Guignard de la MIC, Mission interministérielle pour la qualité de la construction publique. Je voulais juste compléter en fait sur les propos de Patrick Mauger et pour répondre sur la question de la loi MOP, qui date de 85, comme vous savez, et qui à l'époque était vraiment été construite sur finalement la question plutôt du neuf, de tous ces équipements qu'on voit là justement dans le patrimoine 20e. Néanmoins, il y a sur la question de la réhabilitation, il y a un élément de mission très très clair qui s'appelle la mission diagnostique,
et qui, normalement, en fait, permet justement cette phase d'investigation entre le programme, les besoins, les financements, l'existant, et les scénarios que va réfléchir l'architecte en éprouvant l'ensemble des enjeux que vous pouvez y mettre en plus, écologique, vivant, paysage, tout ça. Donc cette phase-là, elle est très peu connue. On l'a malheureusement appelée mission diagnostique parce qu'en fait elle s'appelle étude diagnostique dans le code de la commande publique. Or, ce n'est pas des études diagnostiques telles qu'on l'entend, état des lieux, c'est vraiment une question de réflexion qui peut durer des mois. Elle n'est pas justement normalisée parce que ça dépend. Ça dépend de tout, ça dépend du temps, ça dépend de ce qu'on a fait avant, de l'existant, de la complexité. Donc ça, c'est vraiment existant. Donc il faut avoir des retours d'expérience. Et préalablement, bien sûr, la maîtrise d'ouvrage doit avoir fait justement un programme, pas trop loin, justement, pour vous laisser après la main à des maîtres d'œuvre, des architectes, de réfléchir. Et donc c'est cette question-là aujourd'hui qu'il faut investir. Et j'appellerai juste une petite chose dans toutes les belles présentations qu'on a vues. On a parlé là du programmiste qui avait été un petit peu léger. On a éventuellement des maîtrises d'ouvrage qui ne s'organisent pas très bien en amont. Mais moi je pense que quand on fait aussi le récit d'un projet, c'est aussi intéressant d'aller chercher les motivations de la maîtrise d'ouvrage, comment elle s'organise. On voit ici, il y a des questions, il y a des fois des architectes dans les maîtrises d'ouvrage, et donc c'est aussi ça qu'il faut peut-être raconter, ou le processus, est-ce que ce sont des concours, dialogue compétitif, enfin voilà, des choses comme ça qui permettent aussi d'avoir le mode d'emploi pour les maîtrises d'ouvrage qui sont là, qui cherchent à savoir comment on fait, comment je m'organise, comment je m'associe, avec qui, quels conseils. Il y en a dans les DRAC, il y a les historiens, universités, et donc se faire ce réseau pour pouvoir mieux en fait aborder la qualité d'existant et comment on peut le transformer. Et puis il y a des labels sur quand on dit protéger les façades, là aussi, je pense que les ABF devraient réfléchir aussi à la façon dont on respecte l'existant et comment on peut transformer avec des exemples ou en faisant collège, collectif et cellules finalement d'intervention pour accompagner en fait les maîtrises d'ouvrage. Je propose une dernière question et puis ensuite. Donc, je voulais saluer le travail des chercheurs sur ce genre d'architecture et donc leur demander à tous les deux, parce que Patrick, je travaille beaucoup avec lui, je connais toutes ses qualités qui sont vraiment les qualités d'architecte, mais qui arrivent un petit peu après. Mais est-ce que vous êtes suffisamment entendu? Est-ce que vous avez suffisamment de commandes, d'études? Et comment est-ce que vous voyez votre rôle de recherche comme mise à disposition justement de matériaux intellectuels pour les architectes qui ensuite vont pouvoir intervenir? Merci beaucoup. C'est une question très intéressante. En fait, personnellement, j'applique à peu près toujours le même processus de travail et de recherche qui vise à être le plus exhaustif possible, de façon à pouvoir apporter le plus de matière possible à d'éventuels futurs maîtres d'œuvre. Après, en ce qui me concerne, je n'ai jamais fait d'architecture, je suis historienne et donc j'ai un peu de mal à me projeter dans la tête d'un architecte et à savoir ce qu'il lui va avoir comme obligation, ce qu'il va se poser comme question en fait. Donc ce serait intéressant effectivement de pouvoir exposer un jour mes dossiers à un architecte qui doit faire des travaux sur un bâti historique et de savoir comment il va l'appréhender ce dossier et qu'est-ce qui va manquer pour pouvoir l'aider dans ses réflexions et ses démarches. Oui, pour ma part, la réponse sur la question des sollicitations, et est-ce qu'en tant qu'historien de l'architecture, parce que moi-même je ne suis pas du tout architecte, je ne suis pas formé à l'architecture en école d'architecture, on a le droit de dire ça, et donc, comment dire, d'abord il y a la question sur les sollicitations, il y a la question de l'urgence de sauver des bâtiments par exemple. Et donc au cours de ces 15 dernières années, avec des collectifs toujours qui sont très mouvants, enfin à mon échelle, j'ai été amené à mobiliser sur au moins une douzaine de dossiers pour sauver des bâtiments ou contribuer à sauver des bâtiments. Donc c'est toujours sous forme de collectif, mais
Et donc on est amené à opérer une sorte de veille continuelle pour éviter ici des destructions de vitraux, ici des destructions d'une maison individuelle, ici des destructions d'une brasserie très connue à Nancy qui a failli être détruite sur décision du conseil municipal, puis finalement le conseil municipal a... Et donc c'est une forme de sollicitation, pour ainsi dire d'auto-sollicitation en quelque sorte. C'est-à-dire on intervient sur des bâtiments, mais on intervient sur des bâtiments en tant qu'historien de l'architecture, dans des collectifs où il y a évidemment des architectes, vous le devinez, et en situation d'urgence. Après, on est parfois dans des positions qui sont plus confortables, un peu comme celle que j'ai essayé d'évoquer là, c'est-à-dire une maîtrise d'ouvrage qui, en amont, vient vous voir et vous dit est-ce que vous pourriez contribuer à votre échelle, avec votre spécialité, à la compréhension d'un bâtiment pour nous aider à réfléchir à l'avenir. C'est ce qui se passe à l'Université de Lorraine. Mais cet exemple-là est forcément quelque peu biaisé, puisque c'est aussi mon employeur, et que si je participe à cette réflexion, c'est parce que j'estime que mon rôle face à un patrimoine immobilier qui est, paraît-il, l'un des plus grands de France pour une université. L'Université de Lorraine, c'est énorme comme machine, c'est 4 départements, c'est je ne sais combien de sites. Moi, j'estime que mon rôle, c'est de les aider à mon échelle à réfléchir à ce qu'ils peuvent faire avec leurs bâtiments, et puis aussi à évaluer leurs bâtiments, parce qu'il faut faire la distinction entre des bâtiments qui ont une qualité et puis d'autres qui en ont un peu moins. Mais là, c'est spécifique, puisqu'il y a une sorte de... de fusion entre mon interlocuteur et mon employeur, donc c'est particulier.